Sa création fut saluée comme un miracle. Une prouesse scientifique sans précédent, une nouvelle frontière franchie par l'humanité. L'aquamorphe, comme il a été nommé, n'est pas une création de la nature. Le produit de millions d'années d'exposition à la sélection naturelle et de lente adaptation à son environnement, comme n'importe quelle autre espèce de la planète. Il doit à la place son existence aux percées phénoménales faites par l'homme ces dernières décennies, dans le domaine de l'ingénierie biologique. Son organisme, son mode de vie, son génome tout entier, ont été imaginés et conçus de toutes pièces, en décodant et en modifiant avec précision le séquençage des cellules d'ADN d'embryons humains afin d'y inscrire tous les attributs qui lui permettront de mener une existence purement aquatique. Ainsi, l'aquamorphe ne tient pas ses jambes palmées, ses branchies pectorales ou sa police de ses parents, qui sont un et une homo sapiens tout à fait ordinaires, mais du bon vouloir de ses créateurs, qui ont jugé bon de les lui donner afin qu'il accomplisse au mieux la tâche qui lui a été confiée. En l'échange de nourriture, car son esprit n'est pas assez éveillé pour prétendre à autre chose, il travaille comme ouvrier dans la mise en place et la maintenance d'immenses centrales installées au fond des océans, qui constituent aujourd'hui la principale source d'énergie de l'humanité, soit des installations d'une valeur absolument inestimable. Même si les gènes que nous avons en commun avec Homo aquaticus, l'aquamorphe, voudraient qu'on lui attache de l'empathie, il est difficile de ne pas le considérer simplement comme un outil, essentiel certes, mais un outil tout de même, un moyen pour parvenir à une fin. Aussi révolutionnaire soit-elle, son apparition s'inscrit après tout dans la continuité d'une logique entretenue depuis des millénaires par ses créateurs. Une logique de progrès scientifique et technique qui le dépasse complètement. Pourtant, elle a bien marqué un point d'inflexion majeur dans notre histoire en tant qu'espèce. Un constat d'échec sans précédent, accueilli en exploit providentiel. Depuis sa naissance, ce qui a tenu l'homme à part de tous les autres animaux de la planète a été sa capacité à utiliser son intellect pour répondre à ses besoins en modifiant le monde qui l'entoure, sans avoir à se modifier lui-même. Son savoir, qu'il a ensuite développé exponentiellement au fil des générations, lui a permis de s'extraire des rouages de l'évolution et de la sélection naturelle, et d'asseoir très rapidement sa domination sur la Terre, sans jamais connaître de modification profonde de son génome. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Car sans l'aquamorphe, les centrales océaniques n'auraient jamais vu le jour. Et sans l'énergie qu'elles apportent, l'homme serait aujourd'hui incapable de répondre à ses besoins. Des besoins immenses, alimentés par les quelques derniers siècles d'accroissement démesuré de sa population et d'exploitation abusive des autres sources à sa portée. Pour la première fois donc, Homo sapiens n'a pas réussi à s'adapter à ces nouvelles conditions de vie par le biais seul de son intellect. Et il dut repousser les limites de sa science et de son éthique pour créer de nouvelles versions de lui-même, de nouveaux hommes, à même d'accomplir des tâches largement hors de sa portée. Ceux dans les mers, mais aussi dans les cieux. Des centaines de kilomètres au-dessus de la tête de l'aquamorphe, au sein des gigantesques chantiers orbitaux, travaille son cousin Homo celestis, le vacuumorphe, un homme conçu pour survivre et opérer dans un milieu en complète apesanteur. L'intérieur de son corps globulaire est pressurisé et ses orifices scellés, permettant à ses organes, notamment ses 3 paires de poumons faisant office de réserve d'air, de fonctionner efficacement, même dans le vide de l'espace. Ses yeux vitreux et sa peau cailleuse le protègent de l'intensité des rayonnements du soleil, tandis que ses longs membres articulés lui permettent de se déplacer facilement tout autour de sa station et d'y manipuler ses outils avec une grande précision. En les observant au milieu de leur chantier céleste, toujours occupés, toujours en mouvement, toujours en train de s'échanger en silence des informations en frottant leurs vibrisses les unes contre les autres, les vacuumorphes ressemblent presque à des fourmis, des ouvriers dénués de tout sens d'individualité, consacrant leur vie à l'accomplissement d'un bien plus grand, d'une mission inscrite au plus profond de leur code génétique. Adapter l'organisme humain au vide de l'espace a représenté pour les ingénieurs biologiques un défi de taille. Et bien que l'entreprise se soit révélée à son échelle un franc succès, il a fallu pour y arriver faire de nombreuses concessions, notamment celle de ne pas les doter de capacités reproductrices, jugées inutiles dans le contexte de leur existence. Un détail qui fait d'Homo celestis une espèce à date de péremption, qui s'éteindra dès lors qu'elle arrêtera d'être manufacturée, dès lors que son objectif sera atteint. Les vaisseaux géants que les générations successives de vacuumorphes ont passé ces dernières années à bâtir sont maintenant fin prêts à remplir leur rôle dans ce qui est déjà considéré comme l'entreprise la plus ambitieuse de l'histoire de l'homme.
son départ dans l'immensité de l'espace. À bord de ces vaisseaux colonies se trouvent quelques dizaines de milliers d'individus, l'élite génétique et intellectuelle de l'humanité, triée sur le volet et formée depuis sa naissance aux rigueurs du voyage pour lequel elle a été élue. Leur objectif est de se rendre par-delà les étoiles pour trouver et coloniser de nouveaux mondes, à des années-lumière de la Terre où ils ne remettront jamais les pieds. Ni eux, ni leurs enfants, ni même les enfants de leurs enfants ne verront leur destination de leurs propres yeux, tant la distance qui les en sépare est importante. Et encore, leur faut-il espérer qu'ils ne poursuivent pas une chimère, qu'ils parviendront, une fois sur place, à survivre sur des planètes dont ils ne savent rien. Malgré l'apparence qu'elle tente de revêtir, cette entreprise n'a rien d'une glorieuse conquête spatiale, du sacrifice d'hommes et de femmes courageux et courageuses, bravant l'immense inconnu pour assurer la pérennité de leur peuple. Il s'agit plutôt pour eux d'une forme de fuite vers l'avant. Ils savent que l'avenir de leur espèce n'est pas sur Terre, et qu'il est déjà trop tard pour tenter de réparer les dégâts qu'elle y a causés. La pollution des vents et des eaux, l'épuisement des terres et des ressources, l'écroulement de la biodiversité, les catastrophes climatiques, les guerres, l'humanité s'est poussée toute seule au bord du précipice. Et pour ces élus, le choix fut assez simple. Rester et subir l'imminente et inévitable décadence des civilisations, ou partir et tenter de sauvegarder, autre part dans la galaxie, une partie de notre prestige. Alors que leurs vaisseaux commencent à s'enfoncer dans l'espace pour une traversée qui durera toute leur vie, les colons tentent de se rassurer entre eux en se disant qu'ils feront bien mieux la prochaine fois. Le départ de cette élite autoproclamée, cet ultime accès d'orgueil des puissants de la Terre, qui abandonnèrent sans scrupule le reste de leurs très nombreux semblables à un sort funeste, fut en quelque sorte l'étincelle qui mit le feu aux poudres. En quelques années, les systèmes déjà défaillants se sont écroulés. Le manque croissant de nourriture, d'eau potable, d'énergie, de médicaments ou encore de terres habitables, bref, de commodités considérées comme acquises par beaucoup depuis des siècles, a très rapidement plongé les sociétés humaines dans le chaos et instauré un régime de violence sans précédent. Quand ce ne sont pas la famine ou la maladie qui tuent les hommes, ce sont les nombreux affrontements qu'ils se livrent entre factions pour défendre leur territoire, ou à l'inverse, accéder à des butins toujours plus dérisoires. Ils sont les laissés pour compte de la conquête stellaire, condamnés à ramper dans le sang, la cendre et la poussière, pour payer le prix des échecs de leurs ancêtres, au titre d'un bien supérieur qu'ils n'ont pourtant jamais choisi. Au milieu des ruines, car il n'y a nulle part d'autre où se rendre, seuls les hommes et les femmes les plus forts et les plus résilients vont pouvoir survivre. Mais pour combien de temps? Alors que les derniers des aquamorphes et des vacuumorphes finissent par rendre l'âme, Homo sapiens entame la phase la plus désespérée de son histoire. Dans l'espace comme sur Terre, commence pour lui une longue errance dans les ténèbres, dont la seule promesse est que rien ne pourra jamais plus être comme avant. Quelques petites communautés, celles qui possédaient encore un semblant de pouvoir technologique et productif, sont parvenues à échapper au pire du chaos en se réfugiant au sein de gigantesques complexes souterrains, des forteresses métalliques qui leur permirent de conserver jalousement leurs privilèges sans avoir à assister ou à se soucier de l'agonie des plus malchanceux de l'extérieur. Aujourd'hui cependant, ces humains font face à un danger d'une toute nouvelle forme. Leurs organismes, qui n'avaient déjà pas été jugés comme assez solides pour faire partie du projet spatial, n'ont pas réussi à s'adapter à l'isolement et aux carences induites par leur changement abrupt de mode de vie. De plus, les très faibles populations de départ de ces communautés les ont vite forcés à lever le tabou autour de l'inceste pour assurer le renouvellement des individus. Ainsi, chaque génération qui a vu le jour dans ces bunkers au cours du dernier siècle était plus fragile, plus difforme et plus sujette aux maladies que la précédente, au point qu'il leur fallut très rapidement adopter des mesures drastiques s'ils souhaitaient échapper à une pathétique extinction. S'il y a bien une chose qui pourrait les sauver, et l'histoire récente ne manque pas d'exemples pour le leur prouver, c'est bien leur technologie. Et cette technologie, ces machines, ne peuvent exister que grâce à leur savoir, lui-même stocké dans un organe bien particulier, le cerveau. Tant que ce dernier fonctionne donc, il faut impérativement le maintenir en vie, quand bien même cela supposerait de tirer une croix sur le reste du corps pourrissant de l'individu.
De cette logique contre nature naquit le peuple des Hitech. Homo sapiens machina jumentum, des humains qui compensèrent la détérioration rapide de leur stock génétique en remplaçant un à un leurs organes défaillants par des substituts mécaniques. Des hommes-machines encastrés dans d'immenses berceaux de métal où se côtoient et s'en mêlent fils électriques et artères, équipés pour assurer et contrôler artificiellement toutes les fonctions vitales d'un corps sain. Une solution abominable peut-être, mais qui leur offrit effectivement plusieurs années de répit. Les Hitech ne sont pas pour autant tirés d'affaire, car en empruntant cette voie, ils se sont rendus plus que jamais dépendants de leur technologie, donc dépendants de l'approvisionnement en ressources et en énergie qu'elle implique. Si un seul de ces deux facteurs venait subitement à manquer, cela signifierait pour eux une fin brutale. D'autant que leur nourriture est elle aussi produite artificiellement, dans des usines souterraines qui nécessitent également un apport constant et important en énergie. La société Hitech est hiérarchisée simplement. À son sommet se trouvent les scientifiques, les ingénieurs et les artistes, c'est-à-dire celles et ceux qui imaginent et organisent la suite des opérations pour le reste de la communauté, ou, faute de mieux, leur permettent d'oublier un moment l'horreur de leur situation. Les autres, la grande majorité d'entre eux, sont en dessous et remplissent des rôles de techniciens, supervisant à distance le bon déroulement des différents chaînons de production sans réel pouvoir décisionnaire. Et enfin, tout en bas, se trouvent ce qu'ils appellent les manias, un terme semi-péjoratif dérivé du mot manieur, utilisé depuis peu pour désigner des groupes d'humains ordinaires, des Homo sapiens sapiens à l'anatomie primitive, capturés ça et là dans les ruines du monde d'avant. De gré ou de force, ces manias sont employés pour accomplir les basses besognes et les tâches que le corps maintenant trop lourd et encombrant des Hitech ne leur permet plus d'accomplir seul. Une forme moderne d'esclavage donc, teintée d'un côté comme de l'autre, d'un fort mépris entre deux espèces d'hommes devenues trop différentes pour pouvoir se considérer comme semblables. La solution Hitech, l'abandon du corps au profit d'un esprit supporté par la machine, ne peut être que temporaire. Le système qu'ils se sont créé est trop instable. Il suffirait d'une vague soudaine de défaillance matérielle, un incident majeur dans la production d'énergie ou de nourriture, ou encore une insurrection bien organisée des manias, pour tout faire basculer. La réponse, se disent-ils maintenant, doit se trouver dans l'exemple passé des aquamorphes et des vacuumorphes, dans la modification du génome humain et la création d'organes synthétiques, qui leur permettront à terme de retourner à un mode de vie moins contraignant et de s'échapper de leur berceau d'acier. Mais le temps n'est pas de leur côté, et s'ils veulent y parvenir, les Hitech vont devoir faire vite. Après 2 siècles de recherche, d'expérimentation, d'échecs et de découvertes, le but que s'étaient fixé les Hitech est en train d'être accompli. Aux 4 coins de la planète, dans les divers environnements en pleine reconstruction, commencent à être introduites leurs créations. De nouvelles espèces humaines, adaptées aux conditions du monde sauvage actuel, la petite part de nature ayant réussi à survivre à la grande vague des civilisations. Ces créatures ne sont pas des hommes à proprement parler, pas non plus des outils. Ce sont des animaux créés pour vivre des existences d'animaux. Mais ce qu'il y a sans doute de plus impressionnant chez ces hommes manufacturés, c'est qu'ils sont tous désormais capables de se reproduire sexuellement, de transmettre, sans intervention extérieure, des gènes pourtant fabriqués de toutes pièces à de futures générations, avec toutes les conséquences, bien sûr, que l'on peut imaginer. L'objectif de cette grande entreprise est de tester la capacité de survie à long terme d'un génome humain modifié sur cette planète convalescente. Rien de plus. C'est pourquoi toute trace d'intellect supérieur, de réflexion consciente, a été soigneusement effacée de leurs esprits, car cela irait à l'encontre du plan final des Hitech, se réintroduire eux-mêmes, forts de leurs expériences, comme seuls maîtres incontestés du monde sauvage, enfin débarrassés de leur dépendance à la machine. Tout d'abord, nous avons Homo campis fabricatus, surnommé l'homme des plaines, adapté à la vie dans les immenses prairies herbeuses des ceintures tropicales. Malgré sa bipédie, il a été créé pour vivre une existence similaire à celle d'un grand herbivore ruminant, et toute son anatomie, bien que généralement anthropomorphe, en est le reflet.
Bâti pour la vitesse et protégé du soleil par son pelage sombre, l'homme des plaines se déplace rapidement d'un coin d'herbe à un autre grâce à ses 2 longues et puissantes jambes. D'une main, il saisit une touffe d'herbe et, d'un coup vif, la découpe de l'autre, aidé par une callosité tranchante placée le long de son auriculaire. Une difformité de l'ossature de sa main, placée volontairement par ses créateurs pour l'assister dans sa tâche. Puis, il broie sa récolte dans sa mâchoire élargie d'herbivore, et l'avale enfin pour qu'elle atterrisse dans son estomac, qui constitue sans doute la partie la plus importante et hautement modifiée de son organisme. La raison pour laquelle cet homme possède ce que les scientifiques appellent un bide à bière, c'est parce que son système digestif a été étendu et décomposé, de sorte à pouvoir accueillir de larges cultures bactériennes, capables, à l'instar des anciens ruminants, de casser la cellulose contenue dans les plantes pour en extraire un maximum de nutriments, chose dont est normalement incapable l'estomac humain. L'herbe reste toutefois une source alimentaire particulièrement peu nutritive, et l'homme des plaines, cantonné par cette adaptation à un régime purement herbivore, doit alors rester constamment en mouvement pour subvenir chaque jour à ses besoins alimentaires. Autour de l'équateur, dans les forêts humides qui commencent à peine à se remettre des dommages colossaux subis au cours des derniers siècles, vit Homo sylvis fabricatus, ou l'homme de la jungle. Ses 4 membres, chacun muni de longs doigts préhensiles, font de lui un excellent grimpeur et lui permettent de se déplacer très facilement entre les arbres pour se nourrir d'insectes, de feuilles, d'écorces et surtout de fruits poussant dans les hauteurs. La bande équatoriale où il habite se démarque du reste de la planète par la stabilité de son climat, chaud et humide tout au long de l'année, et offrant donc des conditions particulièrement prospères à la végétation. Ce qui, couplé à l'absence totale de prédateurs ou de compétition, offre une vie très facile et agréable à l'homme de la jungle, qui n'a pas à se dépêcher pour atteindre une nourriture abondante, et encore moins à réfléchir au monde qui l'entoure, puisqu'il se montre si clément et généreux à son égard. Homo sylvis est en effet aussi malin qu'on pourrait l'imaginer en le regardant droit dans les yeux, et il faudrait en fait un bouleversement majeur de son environnement pour qu'apparaisse chez lui le besoin d'abandonner cette existence hédoniste et de développer une quelconque forme d'intelligence adaptative. Et heureusement pour lui, une telle chose n'est pas près d'arriver. Très loin de là, entre les plaines enneigées et les forêts boréales du Grand Nord, a été introduit Homo glacis fabricatus, l'homme de la toundra. Protégé par son épaisse fourrure et ses couches de graisse isolantes, celui-ci a été conçu pour endurer la rigueur des températures polaires, et, en bénéficiant là encore de sa solitude, profiter d'une alimentation virtuellement inépuisable, sous la forme de mousse, de plantes et de lichens trouvables tout au long de sa route. Son métabolisme a été imaginé et optimisé par les e-tech pour maximiser le stockage de la nourriture absorbée, et donc la prise de masse graisseuse, qui reste sa protection la plus efficace face au grand froid de l'hiver. L'homme de la toundra, contrairement au reste de ses cousins, est un grand migrateur. Il passe le plus clair de sa vie à marcher en recherche de nourriture. Vers le nord, pendant la période estivale du dégel des prairies, et vers le sud lorsque les températures rechutent pour hiverner au milieu des grandes forêts de conifères. Si la population de son espèce commence à peine à se répandre sur les immenses terres qui lui ont été données, bientôt viendra le temps où des hordes entières de ses semblables accompliront ensemble ces treks annuels, et marcheront, sans le savoir, dans les pas des majestueuses créatures du passé. Enfin est arrivé Homo virgultis fabricatus, l'homme des forêts, acclimaté à la vie au sein des régions tempérées de la planète. Il est de loin le plus spécial de tous, précisément car il est le moins spécialisé de tous. Les forêts feuillues et les prairies défigurées qui composent les régions tempérées actuelles présentent des conditions bien moins favorables que les forêts tropicales. La nourriture y est moins abondante et bien plus sensible au passage des saisons. Il a alors fallu pour les e-tech y créer un homme capable d'exploiter toutes les sources alimentaires à sa portée, et suffisamment intelligent pour s'adapter sans mal à leurs fluctuations. L'homme des forêts est un quadrupède omnivore rapide et agile, aussi à l'aise dans la course au sol que dans l'escalade des arbres. Carnivore, frugivore, insectivore, piscivore, voire mycophage à ses heures perdues, il est de loin le plus versatile de ses cousins,
est celui qui arbore au final le plus de points communs avec les lointains ancêtres de ses créateurs, les pionniers du genre Homo. Son adaptabilité, son besoin de chercher constamment de nouveaux moyens de se nourrir, font également de lui le plus malin, le plus à même de se diversifier sur le long terme et de sortir des carcans prévus pour lui par les e-tech. Il faudrait toutefois, pour que ça arrive, qu'il y soit poussé par une modification profonde de ses conditions de vie. Alors que cette grande expérience des hommes manufacturés forçait les e-tech à sortir de leur bunker et parcourir à nouveau le monde à bord de leur vaisseau, ils découvrirent à leur grande surprise une preuve en chair et en os de son extraordinaire potentiel. Sous les vagues, au milieu des mers et océans, pullule depuis déjà plusieurs siècles le peuple de l'homme aquatique. Une version mise à jour, aboutie, animale de l'aquamorphe. Vraisemblablement créée et introduite en secret par les ingénieurs biologiques de la mission spatiale, comme un dernier cadeau, ou plutôt un dernier brouillon avant leur grand départ. Les membres postérieurs de Piscanthropus ont été fusionnés pour former une puissante et unique nageoire. Et, d'une manière générale, son anatomie a été pensée pour qu'il puisse mener la vie d'un grand mammifère marin piscivore, à mi-chemin entre le phoque et le dauphin, capable, lui aussi, de se reproduire. Avec plusieurs générations d'avance, marquées par une croissance stable de leur population, les aquatiques ont démontré aux e-tech qu'il existe bel et bien une place sur Terre pour l'homme modifié. Qu'avec les bonnes adaptations, il lui est même possible de proliférer dans ce monde meurtri post-civilisationnel. Un symbole d'espoir qui jouera un rôle important dans le bon déroulement des opérations. Dans quelques très rares territoires, encore relativement riches en ressources naturelles, de petites communautés d'hommes et de femmes, descendants des survivants miraculés de l'apocalypse, ont eu la chance de pouvoir retourner à un mode de vie de paysans sédentaires, grâce à des savoirs conservés et transmis précieusement entre les générations au cours des derniers siècles passés dans les ruines. Ces groupes vivent de l'apport de différentes cultures. Tandis que certains travaillent la terre pour faire pousser céréales, herbes et légumes, d'autres se rendent vers les lacs et rivières pour y pêcher des poissons lors de leur migration annuelle. Leur source principale de nourriture carnée, étant donné qu'il n'y a plus autour d'eux d'animaux terrestres à chasser ou à élever durablement. Et d'autres encore s'adonnent à l'apiculture et à la production de miel, un aliment essentiel au régime de l'ensemble de ces travailleurs, pour l'énergie rapide qu'il leur apporte. Comparés aux e-tech, ces nouveaux fermiers sont en excellente santé et porteurs d'un stock génétique solide, renforcé par plusieurs siècles de lutte pour sa survie. Malgré le dur et infini labeur qu'il implique, ils portent en eux une profonde fierté d'être parvenus à recréer un mode de vie ancestral au milieu de la nature. Et rien ne pourrait les faire envier les e-tech, dont l'apparence monstrueuse n'est à leurs yeux qu'une juste punition pour leur attachement fanatique à leur technologie, et pour avoir, eux aussi, abandonné leurs ancêtres il y a 300 ans de cela. Cependant, ces communautés ne sont pas en mesure de s'étendre. La terre est encore bien trop pauvre et les récoltes trop peu abondantes pour que la population de n'importe laquelle d'entre elles puisse dépasser la centaine d'individus sans commencer à souffrir du manque. Pour cette raison, les e-tech ne prêtent pas plus qu'une vague curiosité moqueuse à l'égard des fermiers. Ils méprisent profondément ces humains, qui s'épuisent à recréer le passé, tandis qu'eux préparent un futur plus brillant encore, qui offrira à l'homme un contrôle sans précédent sur la nature, pas par le biais d'un travail ingrat et sans fin, mais par la conjonction des machines et de l'ingénierie biologique. Un futur sur le point de voir le jour. L'arrêt des fonctions vitales du dernier des e-tech marque l'avènement d'un nouveau peuple, enfin libéré de ses chaînes mécaniques. Les TIC, comme ils se font appeler, les Homo sapiens accessio membrum, représentent l'aboutissement de près d'un millénaire de recherche et de progrès. Tous leurs organes, à l'exception du cerveau, peuvent désormais être synthétisés avec précision en laboratoire et greffés sur chaque individu, à l'état d'embryon, au moment de sa naissance et tout au long de sa vie, pour répondre à l'ensemble de ses besoins, sans autre intervention de la machine. Les berceaux de métal ont été remplacés par des cocons de chair,
dont l'apparence extérieure manque peut-être encore de raffinement, mais qui permettent aux tiques, comme promis par leurs parents, d'à nouveau se mouvoir et vivre en dehors de leur citadelle d'acier. Mais était-ce vraiment une bonne idée ? 800 années d'existence assistée et de consanguinité distillée au fil des générations n'ont clairement pas amélioré la qualité de leur génome. Et la quantité d'organes à synthétiser et à remplacer pour maintenir un seul d'entre eux en vie frôle maintenant l'absurde. De plus, le corps mécanique des e-tech avait au moins pour avantage d'être majoritairement alimenté en électricité, et de ne nécessiter qu'une quantité réduite de nourriture. Tandis qu'aujourd'hui, les usines souterraines à nourriture doivent tourner à plein régime pour produire les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de leurs nombreux organes. Ce qui signifie que leur dépendance à la technologie n'a en fait pas du tout été éliminée, mais a simplement changé de visage. Peut-être les tiques ont-ils fait fausse route, ou peut-être ont-ils accompli ici quelque chose de véritablement révolutionnaire qui ne demande qu'à être amélioré. Mais au final, cela n'aura que peu d'importance. Car, métallique ou organique, le temps qu'il leur reste à passer sur Terre est sur le point de s'achever. Pendant des mois, des nuages sombres, poussés par des vents erratiques, ont couvert les cieux des continents. Les courants aériens et océaniques de la planète sont tout à coup devenus chaotiques, imprévisibles et donc inexploitables. Au même moment, les usines installées au fond des eaux, les panneaux solaires et les champs d'éoliennes, trois seules sources d'énergie de la civilisation tique, ont cessé toute production. Puis, les appareils se sont mystérieusement mis à dysfonctionner, notamment les systèmes de guidage de leurs vaisseaux et l'ensemble de leurs moyens de communication, isolant donc les communautés les unes des autres et condamnant rapidement celles qui n'avaient pas un accès direct aux usines de nourriture. De toute manière, ces dernières ont rapidement épuisé le peu de réserves d'énergie encore disponibles avant d'arrêter à leur tour de fonctionner. Privés donc à la fois d'énergie et de nourriture, les tiques abandonnèrent rapidement leur prétendue sophistication et commencèrent à s'entretuer pour accéder aux dernières miettes, ne faisant bien entendu qu'accélérer leur disparition. La situation du côté des fermiers est vite devenue tout aussi désespérée. Les saisons pluvieuses interminables et l'imprévisibilité de la météo ont, année après année, fait échouer toutes les tentatives de culture. Les rivières et les lacs, où s'opéraient avant des mouvements massifs de poissons, se sont vidés, comme si ces derniers n'arrivaient plus, pour une raison étrange, à trouver leur chemin jusqu'ici. Les abeilles, elles aussi, semblaient désorientées, et ne parvenaient plus qu'à produire une petite fraction du miel qu'elles offraient auparavant. Pire encore, le soleil, lorsqu'il apparaissait enfin de derrière les nuages, était bien plus agressif qu'auparavant. Il brûlait celles et ceux qui se risquaient à l'affronter, les rendait malades, faisait apparaître sur leur peau des tumeurs incurables, qui s'occupèrent d'achever des hommes et des femmes déjà affamés et épuisés. Lorsqu'enfin l'humanité comprit ce qui était en train de lui arriver, il était déjà bien trop tard pour agir. Il arrive, en raison d'une perturbation dans son noyau, que la Terre soit le théâtre d'un phénomène majeur appelé inversion du champ magnétique terrestre, ou basculement des pôles. Lorsqu'il se produit, le pôle nord magnétique de la planète commence à se déplacer en direction de son pôle sud géographique et inversement. Un long processus qui a pour conséquence principale un affaiblissement global, voire la disparition complète, du champ géomagnétique, dont l'influence sur les choses de notre monde est, pour ainsi dire, omniprésente. Sans un champ magnétique pour la soutenir, la couche d'ozone présente dans notre ciel se dissipe rapidement, et permet donc une pénétration bien plus importante dans l'atmosphère des rayonnements solaires, notamment ultraviolets, causant un bouleversement global des vents et des marées, et de profonds dommages aux tissus des hommes forcés à s'y exposer sans protection. Les appareils et les machines utilisant le géomagnétisme pour fonctionner, notamment dans la navigation, la communication, mais aussi dans le transport et le stockage d'énergie, se dérèglent et deviennent inutilisables. De la même manière, les animaux, qui s'appuient de façon innée sur le magnétisme terrestre pour se repérer dans le temps et l'espace, poissons migrateurs, abeilles et humains compris, se retrouvent déboussolés et ne parviennent souvent plus à suivre des routes pourtant ancestrales, rajoutant à la famine, à la fatigue et à la peur, un état de confusion généralisée. Pourtant, ce phénomène d'inversion polaire n'est pas ce qu'on pourrait appeler cataclysmique.
Il s'est produit bien des fois par le passé et n'a jamais été à lui seul à l'origine d'une extinction massive. Il s'agit certes d'un événement exceptionnel aux conséquences météorologiques profondes, mais ses victimes parmi les animaux restent marginales. Leur existence ne dépend tout simplement pas autant de la stabilité des pôles que la nôtre. Ainsi, l'homme assista impuissant à sa chute, pour une raison aussi vieille que la vie elle-même, l'incapacité de son espèce à s'adapter à un changement naturel de son environnement. Une raison si simple, si implacable, que Tyche comme fermier se demandèrent s'ils devaient mieux rire ou pleurer du destin qui leur était réservé. Désormais incapables de se nourrir ou de se déplacer, les communautés survivantes s'éteignirent les unes après les autres en l'espace de quelques décennies. Une douloureuse agonie rendue plus brutale encore par la manifeste indifférence du monde qui continuerait bel et bien à tourner après leur disparition. Homo sapiens a définitivement disparu de la Terre, mais son génome, lui, subsiste, modifié et éparpillé chez ses enfants manufacturés. Plongés chacun dans la douce ignorance animale, et relativement inaffectés par les événements récents, ces derniers ignorent bien sûr tout du sort subi par leur créateur, ainsi que de la responsabilité qu'ils placèrent tacitement sur leurs épaules en disparaissant. Ils sont les héritiers inconscients de l'humanité, les protagonistes involontaires d'un nouveau chapitre de son histoire, désormais libres d'arpenter ce vaste monde sans entrave et d'y faire leur marque comme bon leur semblera, sans risquer de se heurter aux ambitions autodestructrices de leur ancêtre sapiens. S'ouvre alors pour eux, et pour le reste de la planète, une nouvelle ère. L'ère de l'homme après l'homme. Les dernières années ont été marquées par une baisse significative des températures et un rallongement global des saisons froides. Ses habitants n'ont aucun moyen de le savoir, mais la Terre a entamé une de ces périodes cycliques de refroidissement, qui s'étalera, comme les précédentes, sur les millénaires à venir. Ces changements climatiques, d'abord tout à fait supportables, commencent maintenant à avoir des effets notables sur les conditions de vie des espèces humaines, qui jouissaient jusqu'alors d'une certaine stabilité et d'une croissance continue de leur population. S'ils ne peuvent comprendre pourquoi ce refroidissement a lieu, la situation dans laquelle ils les placent est, à leur échelle, très claire. Il va dorénavant leur falloir s'adapter pour survivre. Le temps est venu pour les premières grandes migrations, et avec elles, les premières rencontres. Chassé de ces terres par l'avancée du gel, Homo glacis, l'homme de la toundra, se déplace chaque hiver plus loin vers le sud, où sa route a fini, au milieu des forêts enneigées, par croiser celle d'Homo virgultis. Difficile d'imaginer quel genre de pensée traverse les esprits de ces différentes espèces lorsque leurs regards se croisent pour la première fois. Sans doute, s'ils prenaient le temps de s'observer l'un l'autre, seraient-ils suffisamment malins pour déceler les points, ne serait-ce qu'anatomiques, qu'ils ont en commun. Mais ils sont des animaux, et leur attention se porte donc tout naturellement sur leurs différences. Ils ne sont simplement pas de la même espèce. Comment pourraient-ils alors se considérer comme semblables ? En voyant arriver sur son territoire ces grosses créatures à fourrure, au beau milieu de la période la plus rude de l'année, l'homme des forêts n'a aucun intérêt à réfléchir plus que nécessaire à la situation. De la viande et de la chaleur, une chance de survie, voilà ce qu'elle représente pour lui et les siens. Et s'il doit, pour y accéder, devenir plus brutal que jamais, apprendre leurs habitudes, tendre des embuscades aux plus faibles et les lacérer au milieu des cris de détresse de leur famille, il le fera sans hésitation et sans remords, comme le prédateur qu'il a été créé pour être. Cependant, la proportion de la population d'hommes des forêts, ayant décidé de rester au milieu des régions tempérées à affronter des hivers de plus en plus éprouvants, est aujourd'hui minoritaire. Une large partie d'entre eux a en effet déjà pris la route, en direction des côtes ou des régions plus chaudes des continents, dans l'espoir d'y trouver des conditions de vie plus clémentes. C'est ainsi qu'au milieu des plages et des récifs, où ils ont appris à se nourrir de coquillages, de crustacés, d'oiseaux et de fruits de mer, certains de ces réfugiés climatiques ont finalement fait la rencontre de leurs cousins aquatiques, dont la présence ici, aussi près des côtes,
est également une conséquence du refroidissement de la planète. Très loin de là où se déroulent ces rencontres, les glaces polaires ont recommencé à s'étendre massivement, ce qui entraîne une baisse globale et continue du niveau des mers et océans. Si cela représente une opportunité pour l'homme de la forêt, qui peut profiter du recul des marées pour élargir ses zones de récolte, l'aquatique subit quant à lui un bouleversement majeur de son environnement, notamment à travers le départ de la plupart des poissons dont il se nourrit vers des eaux plus profondes. Du fait de cette baisse du niveau des mers, sa population s'est elle aussi fragmentée. Certains décidant de migrer avec leur nourriture toujours plus loin des terres, et d'autres devant s'adapter à de nouvelles formes d'alimentation qui les forcent à l'inverse à s'en approcher de plus en plus. Il arrive alors qu'un individu un peu trop téméraire se fasse emporter par le courant et finisse par s'échouer sur les rivages, pouvant donner lieu à l'un des rares face-à-face entre ces deux espèces. Ce qui était déjà une situation très inconfortable pour Piscanthropus, très maladroit et incapable de respirer hors de l'eau, s'accompagne à présent du risque d'être repéré et tué par ce nouvel arrivant d'un autre monde. Là encore, bien décidé à exploiter sans hésitation, pour son bien et celui de sa famille, toute source alimentaire qu'il trouvera sur son chemin. Bien qu'elle reste pour le moment anecdotique, ces premières rencontres sanglantes entre les différentes espèces humaines, ainsi que le dérèglement climatique qui les a causées, ont en quelque sorte redémarré pour elle les rouages de la sélection naturelle, après une longue période d'inertie due à l'extrême pauvreté de leurs écosystèmes respectifs. De ces interactions renaissent des formes de terreurs et de violences jusqu'ici insoupçonnées. Mais avec elles apparaissent aussi de nouveaux besoins. Devenir un prédateur plus fort, plus intelligent, plus discret, devenir une proie plus résistante, plus agile, plus alerte. Tout en devant bien sûr s'adapter aussi aux changements imposés par leur planète sur leurs environnements immédiats. Et ce sont bien ces besoins, désormais inévitables, qui favoriseront chez eux certaines modifications. D'abord de leurs comportements et habitudes, et, à terme, de leurs capacités et apparences. Autrement dit, l'évolution. Le refroidissement de la Terre bat son plein. Au milieu des régions autrefois tempérées, métamorphosées en pleine gelée et en forêt de conifères, les quelques Homo virgultis étant parvenus à survivre tant bien que mal sans recourir à l'émigration, sont aujourd'hui au bord de l'extinction. Aussi adaptatifs et résignés soient-ils, leurs corps n'ont simplement pas été prévus pour arpenter ce genre de terrain ou pour résister à des gels si extrêmes. Plus le froid les affaiblit, plus la chasse devient difficile, et le peu de chaleur qu'apporte une prise réussie, même chez leurs cousins à fourrure, s'estompe chaque fois un peu plus rapidement que la dernière. Certains d'entre eux, ceux dont les territoires sont traversés par les migrations annuelles de l'homme de la toundra, ont alors commencé à développer avec lui une forme d'interaction inédite. Au lieu de le considérer simplement comme une proie, qui, une fois tuée, cesse naturellement de produire de la chaleur, ils ont cherché à profiter plus durablement de ses atouts, en démarrant avec lui une cohabitation pacifique, basée sur un échange de services. Bien qu'il se nourrisse en majorité de mousses et de plantes, l'homme de la toundra est omnivore et possède un attrait marqué pour la viande. Mais il est bien trop lourd et bien trop lent pour être un chasseur efficace, et n'a donc à lui seul que peu d'occasions d'y goûter. C'est pourquoi, quand un homme de la forêt l'approche sans agressivité et lui propose de partager avec lui une proie fraîchement abattue, souvent un oiseau ou un petit mammifère, il accepte volontiers cette offrande, en l'échange de quoi Homo virgultis obtient l'autorisation du géant de se serrer pendant plusieurs minutes contre ses couches de fourrures et de graisse, qui représentent pour lui un havre de chaleur et de confort au milieu de l'enfer glacé de l'extérieur. Ce rapprochement improbable entre proie et prédateur se base sur une logique simple, mais il va se révéler particulièrement efficace et rentable pour les deux parties. Il s'est en fait déjà imposé comme norme dans les modes de vie de certaines populations conjointes de ces deux espèces, qui ont assimilé qu'une telle collaboration, la mise en commun systématisée de leurs différents attributs, leur serait profitable sur le long, voire très long terme. Toutefois, la plupart des hommes de la forêt n'ont, faute d'occasion, pas la chance de profiter de cette relation privilégiée, et se retrouvent maintenant plus désespérés que jamais. Condamnés à l'errance,
voyant leurs semblables emportés les uns après les autres par le froid et la famine, sentant leur force les quitter saison après saison, les rares survivants se retrouvent plongés dans une détresse physique et psychologique encore insondée par leur espèce. Alors que la perspective de leur disparition se fait de plus en plus claire dans leurs esprits, alors que le désespoir prend le dessus sur leurs instincts animaux, commence à se produire chez ces individus quelque chose d'absolument extraordinaire, qui déviera à tout jamais la trajectoire empruntée par leur peuple. À un pas de leur extinction, ces hommes de la forêt ont, en quelque sorte, déverrouillé un nouveau sens, une nouvelle façon de percevoir leur monde, bien différente de toutes celles qu'avaient prévues leurs créateurs. Celles et ceux qui forment désormais la lignée des Homo mens praevodorum, ou peuple mémoriel, possèdent dans leur mémoire des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, des expériences, des sensations, des images qu'ils n'ont pas vécues, mais qu'ils ont héritées de leurs ancêtres, vraisemblablement par transmission génétique. C'est-à-dire qu'ils ont acquis la capacité d'apercevoir des bribes de passé qu'ils n'ont pas connues à travers les yeux de leurs parents, et d'en tirer des connaissances qui ne leur ont pourtant jamais été transmises verbalement. Ces souvenirs sont pour la plupart incomplets. Ce sont des réminiscences, des flashs, des instants marqués par une émotion particulièrement forte. Mais ils sont suffisants pour offrir à celles et ceux capables de les voir des informations cruciales. Par exemple, des zones de récolte ou des lieux épargnés par le gel que leurs ancêtres auraient traversés par le passé. Il va sans dire que cette faculté défie tout ce que nous savons sur les souvenirs et la mémoire, qui semblent posséder chez le peuple mémoriel une réalité biologique, en se transmettant à travers leur ADN. Mais s'il est déjà difficile d'en comprendre le fonctionnement, plus mystérieuses encore restent les conditions de son apparition. Le plus rationnel serait d'imaginer que les ingénieurs high-tech aient, d'une manière ou d'une autre, implanté cette capacité au plus profond du génome de l'homme des forêts, de telle sorte à ce qu'elle n'émerge qu'en cas d'ultime recours, pour empêcher l'extinction de l'espèce et l'échec de leur expérience, en accélérant exponentiellement la diffusion des savoirs entre les générations. Ou alors, à l'inverse, cette capacité pourrait être un sous-produit imprévu de la limitation artificielle des capacités intellectuelles d'Homo virgultis, qui aurait en quelque sorte fuité sous le coup du stress intense causé par sa situation. Des réponses qui posent toutes finalement bien plus de questions qu'elles n'en résolvent. Toujours est-il que les hommes mémoriels possèdent, grâce à cette capacité, de bien meilleures chances de survie que leurs autres cousins virgultis au sein des terres de glace, et donc de bien meilleures chances de se reproduire entre eux, assurant aussi bien le développement de ce don que sa diffusion dans les prochaines générations. Reste alors à observer jusqu'où pourront les mener leurs visions, et quels usages ils feront du savoir qu'elles leur apportent. Peut-être même que ce don finira, un jour, par les conduire à leurs dépens vers des passés qu'il aurait mieux valu ne jamais déterrer. Partout autour de la planète, les hommes peuvent sentir qu'un nouveau changement est en train de se produire. Les températures s'adoucissent, les étés se rallongent, et pour la première fois depuis des millénaires, le gel et la neige commencent à reculer. La Terre est maintenant engagée dans un processus inverse de réchauffement climatique, qui aura, là encore, un impact profond sur les conditions de vie de ses habitants. Au milieu des plaines du Grand Nord, un peuple de nomades bénéficie tout particulièrement de cette situation. Comme leur nom l'indique, les symbiotes, issus de l'alliance créée entre les hommes des forêts et de la toundra, ont si bien modelé leur mode de vie autour de la coopération interespèces qu'ils en sont devenus absolument fusionnels, dépendants les uns des autres. Les porteurs du binôme ont depuis longtemps pris goût à la viande et ont besoin, pour alimenter leur corps toujours plus massif, d'un apport en protéines conséquent auquel ils ne sauraient accéder eux-mêmes. Tandis que les portés, les chasseurs, ont à l'inverse donné naissance à des générations de plus en plus sveltes, adaptées à la course et à la poursuite, mais incapables de produire assez de chaleur corporelle pour survivre seuls dans leur environnement glacial. La tête du binôme communique en utilisant des signaux simples, un grognement pour indiquer de se mettre en route ou un doigt pointé dans la direction à suivre. Des ordres que son porteur a appris à exécuter sans se poser la moindre question, car il a intégré dès la naissance que réfléchir n'était pas son rôle. Un individu, qu'il soit le cerveau ou les muscles,
la tête ou les jambes, ne saurait être considéré indépendamment de son compagnon de voyage, dont il ne se sépare qu'au moment de la chasse et jamais pour plus de quelques minutes à la fois. Les symbiotes naissent, marchent, mangent et meurent ensemble. Désormais capables de se déplacer plus vite et plus loin que n'importe quel autre de leurs congénères, les symbiotes sont donc les premiers à profiter de la fonte des neiges, qui va leur ouvrir petit à petit l'accès vers de nouvelles routes et territoires à exploiter. Soit le début pour eux d'une période inespérée d'expansion et de prospérité, après des milliers d'années à subir le calvaire du gel. Comme au temps d'Homo sapiens, la hausse des températures s'accompagne d'un recul global de la glace, et donc d'une quantité incommensurable d'eau liquide déversée dans les mers et océans. Dans le monde entier, les eaux montent et se réchauffent, et les courants océaniques se dérèglent, ce qui a de lourdes conséquences sur l'existence déjà difficile des hommes aquatiques. La plupart d'entre eux vivent aujourd'hui dans des eaux tropicales et peu profondes, au sein d'immenses récifs coralliens où se trouvaient autrefois des quantités immenses de nourriture, avant que la croissance inarrêtable de leur population ne vienne épuiser peu à peu les stocks disponibles au cours des dernières années. Piscanthropus est suffisamment intelligent pour comprendre que sa surpêche risque de le mener à sa perte. Mais sa logique animale ne lui permet pas d'envisager la solution de l'abstinence. Envers et contre tout, il cherchera à se nourrir et à se reproduire, car tel est son but, tel est ce qu'il a toujours fait. Avec maintenant les pressions supplémentaires de l'élévation et du réchauffement des océans, qui vont peu à peu faire disparaître les massifs de coraux et pousser les poissons dont il se nourrit à la migration, l'aquatique n'a pas d'autre choix que de fragmenter à nouveau sa population à la recherche de nouveaux modes de vie. Tandis que la majorité abandonne définitivement la côte pour s'enfoncer dans les eaux sombres. Certains, peut-être les plus téméraires, en tout cas les plus résignés, vont décider à la place d'aller chercher leur nourriture là où aucun de leurs ancêtres n'a jusqu'à présent osé s'aventurer. La terre ferme. On pourrait s'attendre à ce que l'homme des plaines, habitué aux températures élevées et à la sécheresse, ne soit pas particulièrement gêné par le réchauffement de la planète. Mais il est lui aussi en train d'assister impuissant à un bouleversement majeur de son environnement. Les cycles de précipitation, qui donnent leur visage si particulier aux prairies tropicales, sont profondément affectés par le dérèglement en cours des courants océaniques mondiaux, et deviennent en conséquence un peu plus erratiques chaque année. Alors que certaines terres s'assèchent et ne permettent plus à l'herbe d'y pousser en quantité suffisante, d'autres subissent au contraire des pluies incessantes, qui favorisent l'apparition d'une végétation invasive et indigeste. Des forêts de ronces et de buissons où Homo campis n'est plus capable de se déplacer ou de se nourrir. Malheureusement pour lui, la disposition très spécifique de son système digestif, adapté à un régime purement herbivore, lui rend très compliqué d'y exploiter quelque autre forme de nourriture ou substitut. Lui, qui avait jusqu'ici été relativement épargné par les tourments du climat, est à son tour forcé à se mettre en route vers l'inconnu, à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil pour son peuple. Certaines communautés vont alors se mettre à coloniser des zones autrefois désertiques en marge de leur savane natale, rendues tout juste habitables par la hausse des crues et la propagation de l'herbe, mais où règne encore et toujours une aridité extrême, avec laquelle Homo campis va devoir apprendre à composer s'il souhaite échapper à son extinction. Malgré leur manque de ressources, ces groupes migrateurs s'en tirent bien mieux que ceux ayant eu la mauvaise idée de s'aventurer dans les jungles, où, faute de nourriture exploitable par leurs estomacs, les y attend une mort aussi rapide que certaine. Avant de disparaître, ces derniers vont tout de même avoir l'occasion privilégiée de croiser pour la première et dernière fois le regard idiot de leur cousin Homo silvis, qui observe parfois leur traversée depuis les hauteurs, avec toute l'indifférence et l'hébétement d'un être n'ayant manifestement jamais eu à lutter pour sa survie. Peut-être, si l'un n'était pas si désespéré et l'autre si bête, pourrait-il apprécier toute l'ironie de leur rencontre, celle d'un homme marchant vers la mort et d'un homme assis dans la prospérité. Tous deux pour des raisons qui demeurent absolument hors de leur contrôle et de leur conscience. Mais, après la mort des voyageurs, cette rencontre sera bien sûr rapidement oubliée par l'homme de la jungle, qui, fidèle à son mode de vie, ne va pas chercher à embarrasser sa mémoire d'un événement, aussi mystérieux soit-il,
s'il n'a pas d'incidence sur le confort de son existence. Au milieu des terres rocheuses blanchies par le soleil, vit aujourd'hui l'une des espèces humaines les plus répandues de la planète. Alvearanthropus desertus, ou l'homme social. Descendant des populations migratrices d'hommes des plaines, il a su trouver ici, au-delà des contraintes imposées par la pauvreté de son environnement aride, une stabilité climatique suffisante pour lui permettre de s'y installer à long terme. Afin de répondre aux conditions extrêmes du désert, aujourd'hui parfaitement assimilées, les sociaux ont développé un mode de vie tribal très hiérarchisé, où chacun et chacune se doit de remplir un rôle bien spécifique en fonction de sa place dans la société. Un rôle défini bien évidemment par l'âge et le genre de l'individu. Installée dans des grottes ou des crevasses à l'abri du soleil, chaque communauté s'organise autour d'une mère, une unique femelle reproductrice choisie pour ses attributs nourriciers, à laquelle le reste du clan voue une dévotion totale. Tout est mis en œuvre pour que cette dernière demeure en tout temps grassement nourrie, hydratée et protégée, afin qu'elle puisse donner chaque année naissance à la portée la plus saine et vigoureuse possible. Si la mère venait à rater ne serait-ce qu'un seul de ses cycles reproductifs, à cause d'une maladie ou du manque de nourriture, cela pourrait causer l'écroulement de toute la communauté, dont l'équilibre repose sur un renouvellement constant de ses effectifs. Les autres femelles, reconnaissables à leur quasi-absence de fourrure, s'occupent d'entretenir la mère, ses enfants et leur lieu de vie. Elles ne sortent jamais de leur caverne et passent pour la plupart leur vie entière cloîtrée, sans jamais connaître autre chose que cette répétition infinie de tâches domestiques. Le clan n'étant pas capable de subvenir aux besoins de plusieurs portées à la fois, elles ne sont en aucun cas autorisées à se reproduire. Si l'une d'entre elles venait à s'accoupler, volontairement ou non, elle serait immédiatement considérée comme défaillante aux yeux de sa communauté et en serait châtiée. Soit la promesse d'une mort certaine dans la solitude et la fournaise de l'extérieur. La récolte de nourriture, principalement des herbes et des racines éparpillées par les pluies, est assurée par des raids réguliers de mâles. Tandis que les jeunes s'occupent de porter les récoltes, les adultes, armés de leurs lames osseuses, tiennent la garde et défendent le convoi de potentielles attaques d'autres groupes qui empiéteraient sur leur territoire. L'existence des sociaux est ainsi composée de labeur constant, de privations et de luttes sanglantes pour exploiter le peu de ressources à leur disposition. Il n'empêche toutefois qu'ils ont ici fait preuve d'une résilience exemplaire, et sont parvenus, au cours de plusieurs dizaines de millénaires, à la bâtir de leurs mains dans un milieu où leur créateur n'avait jamais prévu qu'ils mettent les pieds. Une histoire, finalement, très humaine. Au fil des générations, des croisements et des échanges, les hommes mémoriels ont développé leur capacité à puiser dans les souvenirs de leurs ancêtres, jusqu'à transcender les limites de leur propre espèce, et ont acquis grâce à elles des connaissances bien au-delà de tout ce que leurs congénères seraient en capacité d'imaginer. Ils savent qu'une partie de leur mémoire remonte à un temps plus lointain encore que leur apparition, qu'elle appartient à un peuple d'hommes disparus, desquels ils ont partiellement hérité leurs gènes. Ils savent que ces hommes exerçaient autrefois un contrôle total sur la planète, qu'ils tiraient leur énergie du soleil, de la mer, d'anciens vestiges concentrés de vie, ou encore de la manipulation des composants mêmes de la matière. Ils savent qu'avec cette énergie, ces hommes fabriquaient des machines, exploitaient les terres, les eaux, les créatures qui s'y trouvaient, modifiaient le monde à leur image. Mais par-dessus tout, ils savent que ce peuple disparu a connu une fin épouvantable. Que la terre, défigurée et empoisonnée, ne fut un jour plus capable de les accueillir et les vit finalement s'écrouler avec fracas sous le poids de leurs propres ambitions. Cela, ils s'en rappellent mieux que tout le reste, car les souvenirs de cette période sont les plus vifs, marqués par d'intenses sentiments de terreur, de colère et de désolation. Bien qu'ils n'en saisissent pas toute l'envergure, l'héritage commun de cette expérience apocalyptique a été plus que suffisant pour instaurer dans le cœur du peuple mémoriel une peur indélébile d'un jour connaître le même sort que leur créateur, et a ainsi rendu absolument interdite l'utilisation de leur savoir.
Recopier les idées d'Homo sapiens dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Recréer ses outils, ses cultures, bref, rétablir sa façon de penser le monde, ne peut selon eux que les engager sur la même voie de destruction, car il ne peut y avoir de demi-mesure en ce qui concerne la recherche du progrès. Pour échapper à son destin, l'homme mémoriel a donc décidé de devenir un observateur passif. Voyageant à travers le monde et tirant fierté de son refus catégorique de s'extraire de son style de vie primitif, malgré la facilité qu'il aurait à le faire. Comme on aurait pu s'y attendre, la curiosité finit par devenir chez certains plus forte encore que la peur des représailles, et elle les poussa à briser le tabou qui entourait depuis si longtemps les connaissances de leur peuple. Ils se mirent à créer. Considérés rapidement comme des parias et chassés par leurs communautés respectives pour leurs idées dangereuses, ces individus isolés se sont rassemblés et, en s'aidant de leurs outils, ont pu prendre la fuite. Notamment à bord de bateaux en bois dont les techniques de construction et de navigation résidaient depuis longtemps au fond de leur mémoire. Ce nouveau peuple de marginaux, les premiers humains à véritablement se rebeller contre les limites prévues par leur créateur e-tech, sillonnent maintenant les mers du monde, guidés par les vents et par une soif nouvelle et insatiable de connaissances. Sur certaines des plages tropicales où finissent par atterrir leurs bateaux, ils font parfois la rencontre d'étranges créatures sphériques, qui ne figuraient jusque-là dans aucun de leurs souvenirs. Une vague intuition dans leurs esprits laisse toutefois à penser que ces animaux seraient leurs cousins éloignés, des hommes aquatiques. Plus précisément, des aquatiques ayant découvert un moyen révolutionnaire de se rendre hors de l'eau pour s'y nourrir. À l'aide d'une gélatine végétale, extraite des algues qui ont peu à peu recouvert les cimetières de coraux, ces derniers ont en effet appris à amener avec eux leur environnement marin sur la terre ferme, en s'enfermant dans d'immenses bulles d'eau salée qu'ils peuvent ensuite faire rouler le long des plages, à la recherche de plantes, de crustacés, d'insectes, n'importe quoi en fait, qui pourrait un tant soit peu les rassasier. Bien que très ingénieuse, cette idée est bien celle d'un homme à court d'options, forcé à empiéter sur un milieu qui n'est pas le sien pour survivre. S'aventurer hors de l'eau constitue toujours une entreprise très coûteuse en énergie. Ils doivent pousser leur bulle lentement, en évitant les obstacles, en contournant les pentes, et en gardant toujours à l'esprit le besoin de retourner à la mer régulièrement pour ne pas tomber à court d'oxygène. L'arrivée de ce nouveau peuple de navigateurs carnivores, capables de se déplacer d'île en île, ne fait donc que compliquer les choses pour Piscanthropus, qui représente sous cette forme une cible particulièrement vulnérable. Si sa bulle est assez résistante pour ne pas être percée en roulant sur les roches, ces intrus affamés n'ont aucun mal à la trancher à l'aide de leurs terribles instruments, plus dangereux et destructeurs que tout ce qu'a jamais connu l'homme aquatique, des bâtons et des pierres taillées. Malgré quelques brèves périodes de refroidissement, les températures moyennes globales ont considérablement augmenté depuis la chute d'Homo sapiens. Avec le recul de la neige, les grandes toundras du Nord frôlent désormais la disparition et ne sont plus en mesure d'accueillir durablement le moindre peuple. Ceux qui ne migrèrent pas à temps se sont éteints il y a déjà longtemps de cela. Les autres, notamment les symbiotes, ont trouvé refuge dans les montagnes, dernière région de la planète à encore présenter des conditions climatiques similaires à celles qui avaient donné en premier lieu une raison à leur existence. Les communautés de symbiotes passent leurs hivers dans les vallées à se nourrir de plantes, de mousses et de racines, et montent l'école pendant l'été pour y chasser en masse et y récolter des fruits, qui serviront à reconstituer les réserves de graisse des porteurs en prévision de la prochaine saison froide. Ils écoulent dans les montagnes des vies très similaires à celles qu'ils avaient dans les toundras, à ceci près que les espaces sont ici bien moins étendus, et donc les zones de chasse bien plus disputées. Alors que leur peuple se basait jusqu'à maintenant sur une hégémonie implicite des chasseurs sur leurs porteurs, du cerveau sur la bête, les guerres de territoire que doivent désormais se livrer les différents clans pour se nourrir convenablement ont commencé à inverser cette tendance. Leurs affrontements, autrefois rituels et sporadiques, tournent au carnage généralisé et favorisent les plus forts et cruels d'entre eux, et non pas les plus malins et adaptatifs comme ce fut le cas à l'époque de leur apparition. Eux, qui avaient pourtant perduré pendant près d'1 million d'années, qui incarnaient l'une des branches les plus éminentes de l'histoire des hommes manufacturés, sont aujourd'hui forcés à s'entretuer, et sombrent à chaque bataille un peu plus dans la bestialité.
Le pire peut-être étant que tout cela ne fait, au final, qu'accélérer leur fatalité. Les montagnes, elles aussi, se réchauffent, et leur géographie escarpée n'offre de toute façon que peu de possibilités d'expansion, rendant tout à fait obsolète le mode de vie nomade créé par les symbiotes au milieu des grandes plaines gelées. À mesure que les neiges fondent, leurs populations se réduisent et s'éteignent les unes après les autres. Forcés à passer de plus en plus de temps hors de l'eau, les aquatiques ont nettement perfectionné leurs méthodes et optimisé les rendements de leurs sorties. Ils émergent désormais en groupe, non plus dans des bulles, à l'exception d'un porteur désigné, mais dans des enveloppes flexibles ajustées à leur morphologie, offrant une bien meilleure liberté de mouvement, aussi bien pour amasser davantage de nourriture que pour fuir les attaques de potentiels prédateurs. De plus, ces nouvelles enveloppes aqueuses sont capables de filtrer partiellement l'oxygène de l'air qui les entoure, et permettent donc aux aquatiques de poursuivre leur raid pendant plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures s'ils économisent leurs gestes. Bien qu'extrêmement périlleux, ce mode de vie hybride a apporté aux aquatiques côtiers une croissance ininterrompue de leur population au cours des dernières centaines de millénaires. Ce qui, une fois encore, les a rendus victimes de leur succès. Malgré tous leurs efforts, et en fait à cause de tous leurs efforts, la nourriture recommence à manquer. Les plages sont vides, et chaque source alimentaire qu'ils arrivent encore à y trouver est chaque fois exploitée bien plus vite qu'elle ne peut se renouveler. L'homme aquatique n'a pas l'esprit taillé ou la mémoire assez lointaine pour s'affliger de l'apparente futilité de ses actions, qui semble, après une période de prospérité, toujours le ramener à une même situation de manque. Mais il est tout de même assez éveillé pour comprendre que ce cycle ne pourra pas se répéter éternellement, et que, pour s'en extraire, il va lui falloir dès maintenant considérer un nouveau moyen de subsistance. Si la récolte seule mène toujours à l'épuisement des ressources et à la famine, peut-être doit-il apprendre à contrôler lui-même l'apparition et la pérennité de sa nourriture. Un procédé inédit, connu à une certaine époque sous le nom de culture. Entre les déserts et les savanes, le long des routes interminables qui composent leur territoire, les sociaux progressent. Les groupes d'expédition, au départ composés de quelques individus seulement, sont aujourd'hui plus larges et organisés que jamais. Une cinquantaine de jeunes mâles transportant leur butin, entourés constamment par tout autant de guerriers adultes, prêts à donner leur vie pour la protection du convoi. Mais parmi tout ce monde se trouve également une petite créature difforme, aveugle et aux membres atrophiés, que les adultes entourent et semblent défendre comme la plus précieuse de leurs possessions. Il s'agit d'un sourcier, un être doté d'une capacité exceptionnelle qui le rend indispensable à la survie de la colonie, celle de pouvoir détecter avec précision la présence de points d'eau, qu'ils soient à la surface ou cachés sous le sable. Les sourciers, ou Homo vates, n'appartiennent pas à la même espèce que les sociaux. Ils sont les descendants de communautés d'Homo virgultis installées en marge des déserts, qui connurent, il y a près d'1 million d'années de cela, une situation semblable à celle qui avait donné naissance au peuple mémoriel. Face au réchauffement de la planète et à la progression de la mer de sable, ces groupes se sont retrouvés chassés de leurs terres et condamnés à l'errance. Poussés alors dans leur dernier retranchement, ils ont eux aussi pu échapper à leur extinction en développant in extremis cette nouvelle perception extrasensorielle enfouie dans leur génome, qui leur offrit bien sûr un ultime avantage au milieu des terres arides. Si le problème de la déshydratation avait été miraculeusement écarté, encore restait celui de l'accès à la nourriture, une tâche plus ou moins impossible pour des petits hommes adaptés à la vie en forêt. Ils se rapprochèrent alors rapidement des sociaux et se joignirent à leur voyage, mettant leur service à disposition en l'échange d'une part de leur récolte. Au fil des millénaires, les sourciers, constamment choyés et n'ayant plus besoin pour survivre que d'être capables d'indiquer la présence d'eau à leurs alliés, ont développé ce sens au détriment de tous les autres, ce qui finit par les mener à leur troublante forme actuelle.
Cette association permet d'accélérer significativement l'expansion de l'homme social, qui put mener, grâce à elle, des expéditions toujours plus ambitieuses et découvrir de nouvelles terres où établir ses colonies. D'abord installées dans des cavités naturelles, ces dernières sont devenues de véritables forteresses de roches et de terre séchée, constituées de plusieurs étages, eux-mêmes composés de diverses chambres remplissant chacune une fonction précise. La partie visible, superficielle des ruches sociales ne représente qu'une fraction de leur taille réelle. Les chambres les plus importantes, celles qui accueillent la mère reproductrice, les juvéniles, les sourciers ou encore les réserves de nourriture, se trouvent sous terre, à l'abri des regards et du soleil. Et sont réfrigérées par un ingénieux système d'aération relié à la surface par les immenses cheminées qui donnent leur forme si caractéristique aux ruches. Les exploits accomplis par les sociaux au milieu du désert sont nombreux et notables. Mais il est possible que ce qui fait leur plus grande force, cette existence dévouée aux intérêts du groupe et au respect scrupuleux de ses coutumes, soit également devenue leur plus grande faiblesse. Afin d'assurer leur pérennité, leur société ne laisse presque aucune place à l'individualité, et sont donc très réticentes à l'égard des nouvelles idées et expériences, auxquelles elles préféreront, dans la grande majorité des cas, la répétition de schémas de pensée éprouvés par le temps. C'est pourquoi leur développement a souffert d'une très forte inertie et semble se heurter désormais à un plafond de verre, que les sociaux ne pourront dépasser que si leur adaptativité redevenait primordiale à leur survie, comme elle le fut autrefois. Ce qui n'est, heureusement sans doute, pas près de se produire. Le métabolisme de l'homme de la toundra avait été conçu il y a maintenant 2 millions d'années de cela, pour maximiser le stockage d'énergie et l'apparition de couches de graisse isolantes, afin de faciliter sa survie dans les terres gelées. Mais les e-tech n'avaient pas prévu que leur création puisse un jour partir vivre au dehors de son environnement désigné. Et, malgré des milliers de générations maintenant, jamais cette propriété n'a pu être ne serait-ce qu'atténuée, quand bien même elle devenait de plus en plus handicapante pour les groupes migrateurs ayant décidé de fuir la fonte des neiges. Lorsqu'ils s'installèrent près des côtes de leur continent, certains de ces migrateurs entrèrent en contact avec des peuples bien particuliers d'hommes de la forêt, plus petits et plus voraces que leurs congénères, et suivant depuis leur arrivée ici un régime exclusivement carnivore. Si la relation entre ces deux espèces, l'une proie, l'autre prédatrice, resta un long moment hostile, le réchauffement graduel de leur lieu de vie commun les poussa, comme autant des symbiotes, à créer un lien bien plus fusionnel. Bien qu'il ait perdu au cours du temps l'entièreté de sa fourrure, Homo glacis n'aurait pas été capable de survivre seul à la hausse des températures de son nouvel habitat. Incapable ici de l'éliminer plus vite qu'elle n'apparaissait, sa graisse aurait fini à un moment ou un autre par l'étouffer et le faire succomber à la chaleur. Il a alors pour ainsi dire conclu un accord avec ses prédateurs, et les a autorisés à se nourrir partiellement de lui pour le libérer de son surplus. Devenu Penarius pinguis, aussi appelé l'hôte, il se trouve désormais constamment entouré par une flopée de petites créatures simiesques, les crocs enfouis dans ses bourrelets, à lui sucer jour après jour la viande à mesure qu'elle apparaît. De la même façon, les Nananthropus parasitus, ou parasites, n'auraient, faute de proie à chasser à cause de la montée des océans, pas pu subsister sans la présence de ce géant et sa production ininterrompue de nourriture, de laquelle ils sont devenus au fil du temps entièrement dépendants. Suite à la disparition des tribus montagnardes, cette créature grotesque est devenue la seule à encore présenter un semblant de symbiose entre ces deux espèces humaines. Mais, en dépit de tous les sacrifices qu'elle a dû faire pour survivre jusqu'ici, son existence se trouve encore une fois en grand danger. La relation établie entre l'hôte et ses parasites possède en fait un défaut majeur. Il ne s'agit pas d'une coopération, mais d'une exploitation tolérée, et donc aucune limite n'a pu être établie pour tenter de la stabiliser. Plus les parasites se multiplient, plus l'hôte doit se nourrir pour reconstituer ses réserves de sang. Et plus l'hôte se nourrit, plus les parasites ont l'occasion de se multiplier sur son dos. Un cercle vicieux qui risque de les mener tous les deux à leur perte, quand les stocks limités de végétaux sur lesquels ils reposent seront finalement épuisés. Pour échapper à leur extinction,
Les hôtes vont toutefois avoir la chance de pouvoir s'appuyer sur une nouvelle source de nourriture prodigieusement abondante, qui a fait ces dernières années son apparition tout autour de la planète. Les plages du monde entier ont en effet été recouvertes les unes après les autres par un tapis uniforme d'algues vertes, dont rien ne semble pouvoir freiner l'expansion et qui représente, pour quiconque a l'estomac taillé pour leur digestion, une réserve alimentaire virtuellement inépuisable. Cette espèce de plante n'est pas apparue naturellement. Elle a été créée à travers la sélection et le croisement d'autres algues par les aquatiques, qui ont trouvé en elle une solution radicale mais définitive au cycle du manque qui tourmentait leur peuple depuis son émergence. Leur méthode pour y parvenir, loin d'être scientifique ou rigoureuse, se résumerait plutôt en 1 million d'années d'expériences hasardeuses, d'essais et d'échecs. Mais toujours est-il que leur décision de s'engager sur la voie de la culture d'algues a fini par porter ses fruits bien au-delà de leurs espérances. Peu importe que cette nourriture n'ait ni goût ni texture. Peu importe qu'elle dégage en pourrissant une odeur effroyable sur des kilomètres. Peu importe que son expansion effrénée détruise des écosystèmes entiers et ait causé la disparition notamment des clans de navigateurs. Ou encore, peu importe que sa pauvreté nutritionnelle les oblige à s'en gaver quotidiennement du matin au soir. Jamais plus, tant qu'elle existera, leur peuple ne souffrira-t-il de la faim. Voilà tout ce qui compte à leurs yeux. Les cultures d'algues des aquatiques, sans doute dérisoires et repoussantes au premier abord, représentent, quand on y réfléchit bien, la création la plus lourde de conséquences environnementales de l'histoire des hommes manufacturés. Et, de fait, elles joueront même un rôle central au cours des prochaines centaines de millénaires, dans un nouveau bouleversement climatique d'échelle planétaire. Réduite continuellement par le renouvellement des forêts, l'expansion des océans et par la propagation des algues sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés de rivages, les proportions de dioxyde de carbone contenues dans l'atmosphère terrestre sont à présent aussi basses qu'elles ne l'étaient au début de l'Anthropocène. Avec si peu de CO2 pour la capturer, une grande partie de l'énergie solaire, autrefois conservée par effet de serre, se retrouve désormais radiée dans l'espace, ce qui a notamment entraîné sur le long terme une baisse notable des températures globales. Après autant de temps à parcourir le monde, à remplir les niches qu'ils y trouvaient et à s'y spécialiser, les hommes manufacturés sont devenus très différents, non seulement les uns des autres, mais aussi et surtout de leurs ancêtres sortis de laboratoire. Comme prévu, c'est chez l'espèce la moins spécialisée à l'origine, l'homme des forêts, que la diversité des embranchements évolutifs est la plus frappante. Car, en l'absence de compétition et doté dès sa création d'un impressionnant panel de capacités, il put se consacrer au fil de son chemin à un nombre de modes de vie et d'alimentation bien plus important que tous ses cousins réunis. Les cours d'eau des régions tempérées sont par exemple habités par l'un de ses descendants les plus remarquables, Piscator longidigitus, ou l'homme des rivières, un spécialiste de la pêche en eau douce. Tandis que la grande majorité de ses semblables continuaient à s'adonner à des modes de prédation plus standards, à chasser les oiseaux, les petits mammifères ou encore des insectes, cette espèce s'est rapprochée d'une alimentation plus spécifique, plus complexe et moins abondante, mais sur laquelle elle pourrait, avec suffisamment d'expérience et de diffusion, posséder un monopole indisputable. L'ensemble de ses attributs, son corps fin et lisse, ses longs membres griffus ou encore sa colonne vertébrale allongée, sont les conséquences évolutives logiques de cette voie empruntée, et sont apparues progressivement au cours de millions d'années d'exposition à la sélection naturelle et au hasard de la mutation dans ce même environnement. Il est pourtant intéressant de constater que ce sont, à peu de choses près, les mêmes adaptations qui furent données à son époque à l'aquamorphe, le premier des hommes manufacturés, dont la création ne prit, en comparaison, qu'un battement de cils aux ingénieurs sapiens. L'homme des rivières est loin d'être le seul au sein de sa grande famille à avoir développé de nombreux points communs avec des créatures du passé au cours de son long processus de spécialisation. S'il existe une source alimentaire à exploiter durablement, une niche à remplir, il est attendu qu'une espèce finisse à un moment donné par s'y spécialiser, et, ce faisant, développer des traits anatomiques et des habitudes semblables aux animaux qui occupaient autrefois une même niche, ou, par extension, une même place dans la chaîne alimentaire, et ce sans que ces espèces soient reliées par un quelconque lien génétique.
Ce principe, nommé convergence évolutive, se retrouve d'autant plus chez son cousin Formiphosaure angustus, dit le fourmilier. Autre descendant d'Homo virgultis, celui-ci a tiré avantage de l'omniprésence des fourmis dans son environnement pour y adopter un régime purement myrmécophage, lequel finit, là encore, par modifier fondamentalement sa physiologie et ses comportements. Pour chasser, il creuse la surface des fourmilières à l'aide de ses majeurs géants, puis il les y insère pour laisser le temps aux défenseuses de lui grimper sur les doigts, qu'il n'a ensuite plus qu'à lécher, capturant de cette façon plusieurs dizaines d'insectes à chaque passage. Incapable de se défendre face aux attaques de ses cousins carnassiers, et ayant perdu la vélocité de ses ancêtres, le fourmilier a néanmoins développé une stratégie de dissuasion imparable. Son organisme a bien entendu développé depuis longtemps une immunité au venin contenu dans chacune des fourmis qu'il avale. Mais au lieu de simplement l'éliminer, il stocke ce poison et le redistribue dans l'ensemble de ses tissus, ce qui a pour effet de rendre sa viande absolument indigeste pour ses prédateurs. Pour les prévenir et s'assurer qu'ils le laissent ainsi en paix, son pelage arbore une colorie et des motifs bien spécifiques. Des bandes noires et blanches bien voyantes, informant tous les carnivores des environs que fourmilier rime avec diarrhée. Au beau milieu des déserts, bondissant entre les dunes à la vitesse du vent, Arenanthropus longipis, le coureur des sables, s'est quant à lui spécialisé dans l'art audacieux de la chasse en milieu aride. Ses longues pattes, ses grandes oreilles servant d'échangeur thermique, sa posture courbée ou encore la poche de graisse présente au niveau de ses épaules lui confèrent la silhouette d'un social. Mais cet animal est bel et bien un carnivore, autre descendant de l'homme des forêts, qui a développé par convergence certaines des adaptations qui avaient conféré ici un avantage à ses lointains cousins lorsqu'ils s'y installèrent. Il ne fait aucun doute que les ancêtres de cette créature n'ont pas fait le choix de la vie dans le désert, mais y ont été forcés, pour une raison ou une autre, malgré la totale inadaptation de leurs organismes aux rigueurs de cet environnement. C'est pour cette raison qu'en réalité, seule une très faible partie d'entre eux survécut suffisamment longtemps pour lui donner naissance, et qu'elle demeure à ce jour l'une des espèces les plus rares et recluses de sa grande famille. Comme la taille de ses yeux l'indique, Arenanthropus est un chasseur nyctalope, se déplaçant le jour et se nourrissant la nuit des insectes, reptiles et petits mammifères du désert. Un régime particulièrement difficile compte tenu de l'austérité, des températures et de l'ouverture des espaces qui l'entourent. Toutefois, s'il y a bien un endroit où il peut être sûr de trouver ses proies en abondance, c'est au plus près des ruches de l'homme social. La condensation de l'humidité sur les parois en pierre des citadelles, ainsi que les réserves de nourriture qu'elles abritent, attirent, à tout moment de la journée, une grande concentration de petits nuisibles. Un véritable festin à ciel ouvert pour la seule grande espèce carnivore des environs. Les sociaux, entièrement herbivores et donc incapables de se débarrasser de leurs vermines, ont alors appris à tolérer la présence du coureur des sables, qui leur rend, en venant se nourrir ici, un service de nettoyage plus que bienvenu, et qui reste bien trop malin et bien trop timide pour risquer de s'en prendre à la colonie ou tenter d'y pénétrer. L'homme des forêts n'est pas le seul à avoir vu apparaître et subsister plusieurs embranchements au cours de ses évolutions. Dans une moindre mesure, car déjà spécialisée lors de sa création, la lignée de l'homme de la toundra s'est elle aussi diversifiée à la suite de ses migrations successives, et a donné naissance à des espèces tout aussi impressionnantes. Le giganthrope, un herbivore géant des forêts tempérées, est de loin le plus grand primate ayant jamais existé sur Terre. Sur ses quatre pattes, car sa masse est depuis longtemps devenue incompatible avec la bipédie de ses ancêtres, celui-ci passe sa vie à se déplacer lourdement entre les arbres, à la recherche des branches les plus feuillues poussant dans les hauteurs, celles qu'il est le seul à pouvoir atteindre. Si cette espèce a pu atteindre de telles proportions, et s'adapter si bien à son nouvel environnement, c'est parce qu'elle a pu profiter pendant des millions d'années d'une absence absolue de compétition et de prédation, ainsi que d'un accès à une alimentation foisonnante. Son parcours évolutif est en cela très similaire à celui emprunté par certains animaux de la mégafaune préhistorique, avec lesquels il possède un nombre troublant de points communs,
de convergence. Un fait qui laisse, malheureusement, présager du sort funeste qui l'attend dans les années à venir. Le succès du Giganthrope et de son cousin hôte, de cette nouvelle mégafaune humaine, a bien évidemment fini par inciter l'apparition de nouveaux prédateurs, spécialement taillés pour affronter et exploiter ces tas de viande sur pattes, qui n'ont, en ce qui les concerne, jamais eu l'occasion de développer le moindre moyen de défense efficace. Et là encore, des similitudes claires peuvent être établies entre ces carnassiers et des animaux de passé lointain, qui remplissaient à leur époque la même niche de chasseurs de géants. Acudens ferox, l'homme à dents de sabre, est le plus large et sans doute le plus terrifiant de la grande famille des descendants de l'homme des forêts. La lenteur et la naïveté de ses proies de prédilection ont favorisé pendant son évolution la force et l'intellect plutôt que l'agilité, pour lui permettre de mener contre elle les attaques d'une rare brutalité et d'une redoutable efficacité. En retroussant ses babines et en ouvrant son imposante mâchoire au moment de l'attaque, il découvre son arme la plus mortelle. Deux dagues acérées, taillées en dents de scie et d'une quinzaine de centimètres chacune, formées à partir des incisives supérieures de ses ancêtres omnivores. Pour éviter de se retrouver écrasé par sa proie dans un mouvement de panique, l'homme à dents de sabre prend soin de garder le nombre et l'effet de surprise de son côté, et parvient sans difficulté à réduire la distance qui le sépare de sa victime, dont il scelle rapidement le destin en un unique et violent coup de croc, au niveau de la gorge ou d'une artère, pour la laisser se vider de son sang. L'apparition relativement récente de ce terrible prédateur a d'ores et déjà eu des effets dévastateurs sur les populations d'hôtes et de giganthropes, qui n'auront, selon toute vraisemblance, jamais le temps de s'y adapter avant qu'il ne soit trop tard, et s'éteindront bientôt à leur tour sous la pression implacable d'une chaîne alimentaire en formation. Maintenant pourrait se poser la question de l'apparent cannibalisme dont fait preuve l'homme à dents de sabre à l'encontre de ses cousins géants, avec qui il partage après tout un ancêtre relativement proche en la personne d'Homo sapiens. Non seulement ces espèces sont aujourd'hui bien trop différentes les unes des autres, et bien trop enfoncées dans leur bestialité respective pour envisager le moindre lien qui les unirait, mais les 3 millions d'années qui les séparent maintenant de la création des premiers hommes manufacturés ont aussi très largement gommé les gènes qu'ils avaient alors en commun. La prédation, spécialisée ou non d'une espèce humaine animale sur une autre, n'est au final que le résultat du développement naturel d'un écosystème stable dans ce monde à la biodiversité si pauvre. Une barbarie subjective donc, et tout à fait inévitable. Loin de toute cette agitation, dans les tranquilles canopées des forêts tropicales, vit le placide Arbanthropus lemus, l'actuel homme de la jungle, l'humain le plus chill de la planète. À l'endroit ou à l'envers, solidement agrippé aux branches, il se déplace aujourd'hui plus lentement encore que son ancêtre Homo silvis. Non pas par souci de discrétion ou d'économie d'énergie, mais parce que sa lignée n'a, depuis son apparition, jamais connu la moindre raison de se dépêcher. L'abondance de nourriture dont il bénéficie, couplée au rythme de vie et de reproduction très lent de son espèce, ont toujours empêché l'apparition d'une trop forte compétition entre les individus ou le besoin de migrer hors des sentiers battus. Contrairement à ses cousins, qui connurent au long de leur histoire une diversité impressionnante de populations et de divergences évolutives, l'homme de la jungle a conservé l'exact même mode de vie que celui qui lui fut attribué le jour où il sortit des laboratoires high-tech. Ainsi, même sur une échelle de temps aussi étendue, la sélection naturelle n'a eu qu'un impact très limité sur son existence, et ses évolutions relèvent du détail. Pour répondre notamment aux risques de chute et d'insolation, seul vrai danger auquel il est exposé, son corps s'est affiné, sa fourrure assombrie et ses membres renforcés, lui donnant une apparence désormais à mi-chemin entre le chimpanzé et le paresseux. De plus, afin d'améliorer son accroche et faciliter sa récolte, l'index et le majeur de ses membres avant ont doublé de volume et acquis une force extraordinaire. De quoi arracher les solides écorces sous lesquelles se cachent les insectes, déchirer les ruches pour accéder à leur miel, ou encore saisir les fruits avec le plus délicat des doigtés, caractéristique des hommes entraînés à l'art du plaisir.
Anthropus incarne un idéal de sérénité et d'oubli au milieu d'un monde pris par le chaos. Et bien que 3 millions d'années de stagnation n'aient clairement pas contribué à le rendre plus intelligent, il est difficile de ne pas apprécier sa constance et toute l'ampleur de sa simplicité. Car, après tout, comment pourrait-on savoir ce qu'il se passe réellement dans la tête de cet homme, quand, lui aussi, après une longue journée à ne rien faire, lève la tête vers le ciel et se met à rêver? Aucun homme, pas même chez le peuple mémoriel aux sources de savoir insondables, n'aurait pu prévoir ce qui allait lui arriver. Aucun, pas même chez les fiers sociaux et leurs légions de fidèles guerriers, n'aurait pu se défendre contre cette invasion. Aucun, pas même l'innocent homme de la jungle, ne put échapper à leur perversité. En une nuit seulement, ils descendirent des cieux et s'emparèrent de la terre. Ce peuple innommable, venu des confins de la galaxie, prit notre planète comme elle en eut pris tant d'autres avant elle, et mit la main sur tout ce qu'elle abritait. Ils rasèrent les terres, asséchèrent les mers, infestèrent les vents, volèrent le soleil. Les êtres vivants qu'ils y trouvèrent furent exterminés, consommés, ou, pour les plus malchanceux, transformés en d'atroces créatures pour servir les fins de leur chantier. Ils s'étaient rendus délibérément sur cette planète pour y mener une exploitation méthodique et absolue des ressources qui leur seraient utiles dans la suite de leur voyage stellaire. Elles n'étaient qu'un jalon sur leur parcours et devaient, à ce titre, leur céder l'ensemble de ces richesses. Il est impossible de savoir s'ils eurent, à un quelconque moment, conscience que le monde qu'ils étaient en train de piller avait un jour appartenu à leurs ancêtres, avant qu'ils ne prennent son départ vers les étoiles, il y a de ça 5 millions d'années. Il est en fait peu probable que cet ancêtre ait possédé chez eux le moindre degré d'importance. Tant ils s'en étaient éloignés, tant ils avaient modifié ses gènes et tordu sa mémoire, afin de survivre et prospérer aussi longtemps sur leur monde d'origine. Une chose certaine cependant, est que cet héritage génétique humain, qu'il ait été ignoré ou simplement oublié, ne les empêcha guère de leur faire subir des sorts plus cruels et effroyables que la mort. Les hommes, ou plutôt leur stock génétique, furent capturés, altérés et asservis pour devenir les rouages vivants d'une ineffable machine, participant malgré eux au saccage du monde qui les avait vus naître. La plupart d'entre eux furent utilisés comme simples bêtes de labeur, capables d'opérer dans des milieux intolérables pour les organismes de leurs maîtres, et dont la totale soumission était assurée par les ordinateurs neuronaux qui leur servaient de centre nerveux. La monture quadrupède que les envahisseurs utilisaient pour se déplacer hors de leur cité avait par exemple été créée sur mesure à partir du génome de l'homme des forêts, tandis que les colosses travaillant par milliers dans le désert à la construction de leurs immenses dômes d'acier portaient en eux l'ADN de l'homme de la toundra, défiguré au-delà de toute reconnaissance. Incapables de respirer les mélanges de gaz étrangers qui intoxiquaient maintenant l'air de la planète, les systèmes respiratoires de ces créatures furent remplacés dès leur apparition par des substituts mécaniques, capables d'absorber, de purifier et de distribuer l'oxygène dans l'organisme bien plus efficacement que n'auraient jamais pu le faire leurs primitifs poumons. De toutes les tailles et de toutes les formes, ces bêtes de labeur représentaient l'aboutissement de ce que furent autrefois l'aquamorphe et le vacuumorphe. Des hommes-outils raffinés par des millions d'années d'expérience dans la science de l'ingénierie biologique et assistés par de puissantes machines. De parfaits esclaves débarrassés entièrement du poids de leurs esprits, à même de remplir n'importe quelle fonction requise par leur créateur, quand bien même ils ne pourraient jamais en saisir les motivations. Tirant profit du métabolisme extraordinaire d'un des êtres trouvés sur cette planète, autrefois conçu pour l'aider à traverser les périodes de manque, ils installèrent, au sein de gigantesques usines abattoirs, les plus grotesques et les plus immondes de leur création. Des tas amorphes de graisse et de chair, privés de leur sens, aux extrémités atrophiées et inutiles.
maintenus en vie dans leur difformité par une myriade d'appareils, et nourris par intraveineuse avec une bouillie de plantes et de graisses extraites de leurs semblables. Ces bêtes d'élevage n'avaient aucune autre fonction que celle de produire continuellement de nouvelles couches de viande, aspirées à mesure qu'elles apparaissaient par les tuyaux de métal qui leur traversaient le corps. L'existence contre nature de cet humain boule de graisse était, là encore, l'absurde paroxysme d'une logique déjà exercée par Homo sapiens du temps où il vivait encore. Bien avant la découverte de la manipulation génétique, la sélection et la création d'animaux dans le but de créer des lignées davantage productives en nourriture étaient déjà les moteurs derrière la pratique ancestrale de l'élevage. Mais cette dernière, basée sur les hasards et les cycles de la reproduction, représentait nécessairement un long et incertain processus. Si cela put à une époque être considéré comme une qualité, un garde-fou empêchant l'homme de s'élever au-dessus des lois de la nature, les colons, élevés sous des mœurs manifestement bien différents, le considéraient comme un grave défaut qu'il était possible, nécessaire, de gommer par la science et la technologie pour mener à bien leur vaine ambition de conquête spatiale. Quelques années seulement après leur arrivée, quand la Terre fut enfin vidée de tout ce qu'elle pouvait décemment leur apporter, les envahisseurs repartirent vers les étoiles, laissant derrière eux un monde méconnaissable, stérile, à la surface duquel aucune forme de vie ne put survivre. Ainsi prit définitivement fin l'ère de l'homme sur Terre, redevenu au bout du compte l'exploitant et l'exploité, dans une ultime vague de désolation dont sa planète portera à tout jamais les stigmates. En retournant à la vie animale, les hommes manufacturés étaient parvenus, millénaire après millénaire, à échapper aux tendances autodestructrices de leurs ancêtres. Mais ils finirent malgré tout par eux aussi en devenir les victimes, emportés par la main terrifiante et inébranlable d'une civilisation ayant mis ses principes au service du progrès, et non pas le progrès au service de ses principes. La pathétique conclusion d'une pathétique histoire, survenue bien trop tard pour que quiconque puisse un jour en tirer les leçons.